Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On va s'intéresser aux flux, vaste sujet, puisqu'aujourd'hui les flux sont divers. On va essayer de décrypter ce que sont les flux aujourd'hui, et Dieu sait s'ils sont nombreux, avec Jacques Attali. Et puis ensuite, vous trois, vous réagirez à ce que nous avons dit, bien entendu, et vous nous apporterez votre regard professionnel par rapport à ces questions qui sont au cœur de votre activité. Jacques Attali, j'ai envie de dire, c'est presque une question de bac de philo, hein. Les flux aujourd'hui, ils sont divers. Il y a les flux migratoires, il y a les flux financiers, il y a les flux logistiques, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette définition pour commencer ? Flux, c'est tout ce qui bouge. Ce qui bouge, c'est l'essentiel de l'activité humaine, et d'abord les hommes, comme vous l'avez dit. Donc nous sommes d'abord dans une situation où ce qui bouge est de plus en plus vaste. C'est les hommes, les matériels, les marchandises, mais aussi les idées, mais aussi l'argent, les flux financiers, et de plus en plus des choses de plus en plus matérielles, les données. On peut dire qu'en gros, mis à part les hommes qui bougent eux-mêmes de plus en plus, le reste qui bouge est de plus en plus matériel, et qu'on bascule d'un monde de l'énergie à un monde de l'information. Et donc ce qui bouge, c'est plus l'information que l'énergie. Mais enfin, on est quand même aujourd'hui sous réserve de ce qui peut se passer, qui se passera sans doute malheureusement dans les années qui viennent, c'est-à-dire un ralentissement des flux, que je crois. On est dans une extraordinaire période d'accélération des flux et une période de dégel. Oui. Un dégel de l'humanité, d'abord, qui bouge beaucoup plus qu'elle n'a bougé. Hein. Aujourd'hui, il y a que, si on prend un seul chiffre, aujourd'hui, il y a 200 millions de personnes qui vivent dans un autre continent que celui où ils sont nés. Et on pense que dans 30 ans, si les tendances continuent actuelles, ce sera 1,5 milliard. De plus, le mouvement des marchandises s'accélère parce que la division du travail est de plus en plus grande, et en même temps, le mouvement des données est de plus en plus vaste et de plus en plus important, puisque les données ont de plus en plus de valeur et sont de plus en plus comptabilisées. Donc, il y a cette tendance à une sorte de dégel général. Mais en même temps, il y a toute une série de phénomènes qui vont en sens inverse. Des bons phénomènes et des mauvais phénomènes. Les bons phénomènes, c'est que il y a des progrès techniques. Je parle sous le contrôle de gens qui savent mieux ça que moi, mais vu de haut, enfin d'ailleurs, disons, il y a des tas de choses qui vont moins bouger parce qu'on a envie d'avoir des choses de proximité, parce qu'on a envie d'avoir des choses qui viennent près de chez vous, parce que les technologies, en particulier les technologies du 3D, l'imprimerie 3D vont permettre de fabriquer beaucoup de choses à proximité et de laisser en véritable mouvement, dans lequel la logistique sera déterminante, que le périssable et le sur-mesure. Donc ils vont être extrêmement, enfin plus le périssable que le sur-mesure. Donc ça sont des éléments qui jouent en faveur de la recherche de proximité. Il y a aussi évidemment quelque chose auquel je crois depuis très longtemps et qui est en train d'arriver plus lentement d'ailleurs que je le croyais. C'est le fait que le développement de la vidéoconférence, de l'hologramme, fait qu'on peut basculer, là encore, plus généralement de l'énergie à l'information et d'avoir des vidéoconférences au lieu d'avoir des conférences réelles. Et l'accélération des quantités de données disponibles fait que ça va ralentir les mouvements physiques. Puis il y a les mauvais côtés qui poussent à ça. Il y a le refus des migrations, il y a le chacun pour soi, le protectionnisme, les enjeux de sécurité, les enjeux écologiques. Supposons qu'on ait une vraie prise de conscience écologique aujourd'hui, on ralentirait massivement les mouvements d'avions. On ralentirait aussi beaucoup le transfert des données, ou en tout cas on trouverait d'autres façons de transférer les données, parce que les données, ça coûte très cher en énergie. Mais enfin, il y a deux raisons assez fortes qui donnent à penser qu'on va aller avoir une accélération pendant un certain temps encore du mouvement des flux. Et puis ensuite, un mouvement inverse qui pourrait encore être plus grave s'il y avait un fractionnement du monde, comme on peut le craindre. Alors, on va parler du digital, évidemment, qui est en train de modifier, et vous l'avez un peu évoqué déjà, évidemment, avec la circulation des données. C'est en train, ce monde digital, de modifier, évidemment, l'économie et l'économie des flux. Mais j'ai envie de vous poser une question qui est liée à l'actualité et liée aux flux. Si Brexit c'est demain, le référendum en Grande-Bretagne,
il y a forcément un nouveau monde des flux qui se définit à partir de là? Le Brexit, s'il a lieu, d'abord, ce sera très long, parce que ça va mettre au moins 2 ans, sinon plus, à se mettre en place, avec beaucoup de chaos, d'aller-retour, qui fait qu'il n'y aura peut-être même pas lieu, même s'il a été voté. Mais enfin, s'il va au bout, oui, il y a une grande mutation, qui est d'abord mutation propre à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne va perdre une grande partie de cette fonction de centralisation des flux financiers qu'elle a aujourd'hui, en particulier des flux financiers de l'euro. Le premier marché de l'euro est à Londres. Il cessera d'être à Londres si l'Angleterre sort, la Grande-Bretagne sort, il viendra ailleurs. Donc il y aura vraiment des mouvements très très importants de tout l'ensemble financier, et qui aujourd'hui représente en termes de valeur, on est pratiquement, enfin les statistiques sont différentes sur la façon dont on compte, mais on est au moment historique où la valeur du virtuel, c'est-à-dire des données financières, la valeur des données, est supérieure, transportée, est supérieure à la valeur des marchandises physiques. Ce basculement a lieu maintenant. Et ce basculement, pour l'Europe, sera très important parce qu'une très grande partie, disons 70% des données financières de l'Europe est gérée depuis la Grande-Bretagne. Donc il y aura des incidences évidemment. Alors on le disait, le digital est en train d'arriver et de bouleverser un petit peu tout cet équilibre des flux. On en discutait juste avant cette table ronde avec Jean-Christophe Maché, on y reviendra après, mais qu'est-ce que le digital... J'ai dit 200 millions de personnes vivent à l'étranger. Oui, pas 200 000 personnes effectivement qui vivent à l'étranger. Et 1,5 milliard d'ici 30 ans, voilà, pour redonner les chiffres. Et dans 30 ans, on sera à peu près 9 milliards. Voilà, comme ça, on a fait le tour. Dont 2 milliards d'Africains, et dont 1 milliard aura moins de 18 ans. Et c'est là où va se situer le grand mouvement. Sur le digital, qu'est-ce que ça change fondamentalement par rapport à toute cette problématique de logistique et de flux? Ça change, vous le vivez tous les jours. Je ne veux pas vous rappeler ce que vous vivez tous les jours, c'est-à-dire la robotisation, l'Internet des objets, qui est là, qui fait que il n'y a plus un objet qui va bientôt ne pas être identifié, suivi en permanence. Et donc, il y a une mutation absolument gigantesque qui fait que la logistique ne va pas être simplement un lieu de transport, mais en même temps un lieu de suivi de la valeur, de connaissance de la valeur. Et d'ailleurs, ça pose un problème, je pense, à vos entreprises, que de savoir où va être la valeur des données. Est-ce que c'est vous qui allez l'avoir, ou est-ce que ça va être celui qui est transporté, qui va avoir la connaissance des données de l'objet transporté. Et donc, il y a une mutation énorme qui est liée à ça. L'autre mutation, je l'ai évoquée tout à l'heure, qui fait que commencer, c'est l'imprimante 3D. Et puis, toute une série d'autres mutations qu'on voit apparaître, les drones. Donc, on va vers du sur-mesure, du virtuel, et une connaissance nouvelle des données qui va modifier profondément les flux. Avec en plus quelque chose qui va être transversal, qu'il faut évoquer, c'est évidemment l'économie collaborative, qui fait qu'il va y avoir de la gestion logistique collaborative et même hors réseau, de type Uber. Et puis il y a sans doute déjà aussi d'ailleurs le Uber de Uber, ceux qui cassent Uber, c'est-à-dire les blockchains, qui sont en train de mettre en place des systèmes de certification de contrats d'échange sans plateforme centrale. Voilà, on enlève l'intermédiaire. On enlève l'intermédiaire. C'est l'ubérisation d'Uber. Et ça, évidemment, ça peut très bien ça se produit en logistique de façon très, très systématique. Avec, évidemment, ça rentre dans cette logique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une réduction du transfert logistique avec la nécessité de rechercher d'autres sources de valeur. Alors, le point positif, puisqu'on est sur la logistique, sur une activité très forte au niveau humain, c'est-à-dire il y a beaucoup, évidemment, on fait beaucoup appel à l'humain aujourd'hui, on a parlé de la robotisation, on a parlé des drones. J'ai envie de dire, le point, si on regarde les choses de façon positive, le point positif, c'est qu'on va réduire la pénibilité de ceux qui travaillent aujourd'hui dans la logistique via ces nouvelles technologies. Oui, on va réduire la pénibilité et l'avenir appartiendra à ceux qui l'auront fait le plus vite. Pour moi, j'ai toujours pensé, j'ai toujours écrit souvent là-dessus, mais en matière de logistique, comme de façon plus générale en matière d'économie, le point fondamental, c'est le port. Et donc, s'il y a un point où la logistique est fondamentale, tant pour le port que pour l'économie générale d'un pays, c'est bien là. Et l'automatisation
de la logistique des ports est absolument crucial. Les ports qui sont moins automatisés que les autres ont une durée de temps de déchargement, de chargement, d'évacuation beaucoup plus long. Ils sont en train de mourir. D'ailleurs, c'est un grand enjeu pour Marseille et pour Le Havre, comme ça a été un grand enjeu pour ceux qui ont réussi, comme Singapour ou d'autres. Donc, ce qui se passe dans l'économie de la mer est très révélateur de ce qui se passe dans d'autres. C'est une réduction de la pénibilité, mais c'est une question de survie. On a envie, les gens, les consommateurs comme les producteurs, ont envie de réduire le temps de la logistique au maximum, et donc de faire en sorte qu'elle soit la plus sûre, la plus réduite possible. Et donc l'automatisation est une condition de survie pour l'entreprise de logistique. Alors, est-ce qu'elle va être... c'est aussi une question complexe. Est-ce que la logistique sera interne aux entreprises ou est-ce qu'elle sera externalisée? Moi, je pense qu'elle sera de plus en plus externalisée, mais c'est un autre sujet. Et alors, le côté peut-être inquiétant, et peut-être que vous, dans vos observations, vous remarquez qu'on sait déjà répondre à cette question, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont aujourd'hui au cœur de la chaîne logistique, ces humains dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on sait déjà inventer les nouveaux métiers, les former à ces nouveaux métiers? Et je pense que vous réagirez ensuite, évidemment, vous, sur ce point-là, mais c'est évidemment crucial, la formation de ceux qui existent déjà dans les entreprises. Oui, c'est un sujet à la fois d'entreprise et un sujet de société, de nation. Aujourd'hui, on parle en France d'une loi sur le marché du travail. Si on résume la réforme du marché du travail et rendre plus facile le licenciement de gens dont on n'a pas besoin, partie du gagnant dans ce cas-là, on ne va rien régler. Oui. Par contre, si en même temps, parallèlement, simultanément, on devance l'existence de métiers ultérieurs et on forme les gens qui sont dedans ou les gens qui ne sont pas dedans à de nouveaux métiers, on crée les conditions de leur développement équilibré. Donc, tout passe par la formation des chômeurs ou la formation des gens dont on va avoir à se débarrasser. Et c'est se débarrasser parce que l'entreprise n'en a pas besoin. Et il faut que la collectivité décide de faire basculer une part importante de la formation, l'argent de la formation permanente vers la formation des chômeurs ou des gens en situation de reclassement. En Allemagne ou en Suisse ou en Suède, on consacre 30% de l'argent de la formation permanente aux chômeurs. En France, c'est 3%. Donc ça indique l'écart énorme. Et c'est vraiment là que se situe l'enjeu. Il y a évidemment tout le temps des métiers nouveaux qui apparaissent, tout le temps des perspectives nouvelles. Moi, je le vois même dans les quartiers où il y a des besoins de logistique absolument gigantesques, où on arrive à créer des entreprises, mais il faut à tout prix pour cela que la formation soit en place. Et on est dans le bon timing, là, selon vous, où on est en train de prendre du retard, parce qu'on sait très bien que ce qu'on fait là... Oui, en France. Oui. Très en retard. Très en retard. Oui. Et ce retard-là, on va le traîner dans les années qui viennent, parce que, évidemment, ça prend du temps. On est très en retard sur pratiquement tous les métiers dont je viens de parler. On est excellent dans la théorie, mais pas très bon dans la pratique. On a d'excellentes entreprises, vous l'avez dit tout à l'heure, d'excellentes entreprises, mais dans la formation universitaire, on est très en retard. Alors, au niveau géopolitique, on l'a un tout petit peu évoqué avec le Brexit ensemble, bien entendu, mais on voit bien qu'il y a aussi de nouveaux enjeux commerciaux, qu'il y a des enjeux de géostratégie, puisque les pays émergents, ceux qui sont pourvoyeurs de flux de marchandises, on pense évidemment à l'Asie et à la Chine en particulier, ces pays-là utilisent les flux comme un outil soit de lutte contre des embargos ou de politique globale. Oui, mais d'abord, le basculement qu'on voyait venir depuis longtemps vers du centre du monde de l'Atlantique au Pacifique est en train de se mettre en place. Ça se voit d'ailleurs aux ports. Les plus grands ports du monde sont maintenant autour du Pacifique. Ça se voit d'ailleurs aussi à l'attitude des États-Unis, qui n'est plus là pour s'occuper de nous défendre. Il n'y a plus de bateaux américains en Méditerranée. Il n'y a plus rien pour organiser cette grande chaîne de sécurité logistique dont nous avons besoin, en particulier en matière d'énergie. Et donc, la première conséquence de cette mutation, c'est que les Européens doivent se prendre en charge eux-mêmes. La deuxième, en effet, c'est que tout le monde se développe. Tout ça pourrait avoir un côté très positif, parce qu'on sait aujourd'hui que la division du travail est si grande que les produits sont de plus en plus interdépendants et que le monde fonctionne d'une façon de plus en plus intégrée. Malgré tout, on voit venir quelques signes mauvais. On voit venir quelques signes de protectionnisme asiatique, de crise financière en Chine, qui est là. Personne ne peut
se voiler la face et ne pas voir que la Chine va très mal, qu'elle a un endettement de son secteur d'entreprise et de son secteur financier qui est hors de mesure et qui donc un jour, dans les années qui viennent, va se traduire par une crise chinoise aux conséquences qui peuvent être soit de renforcer l'intégration mondiale pour trouver une solution ensemble, soit au contraire d'une fermeture. Ça fait partie des risques de fragmentation du monde qui sont de plus en plus grands. Plus évidemment, le fait de refuser l'immigration qui est là et qui aussi participe de cette fermeture. Donc je pense que il faut s'attendre à un vrai risque de ralentissement des échanges dans les 10 ans qui viennent. Et ces flux migratoires dont on parle, ils sont essentiels, ils restent essentiels pour le développement des économies, y compris émergentes ou pas? Non, les pays émergents, ça dépend desquels on parle. Bien sûr. Mais vous avez des pays émergents qui n'ont pas de problème de migration, comme le Brésil, ni dans un sens ni dans un autre. Vous en avez qui ont à peu près trouvé leur équilibre, comme le Mexique. Vous en avez qui ont trouvé aussi en Afrique à peu près correctement, comme le Nigeria. Mais vous en avez d'autres, si vous prenez tous les pays du Sahel, ils ont encore 7 enfants par femme. Oui. Donc, et ils n'ont pas d'État organisé. Donc les migrations sont évidentes. On a 180 à 200 millions d'Africains du Sahel qui vont bouger dans les 30 ans qui viennent. C'est évident. Oui. Ils ne peuvent pas rester là parce que la terre agricole ne produit pas assez pour eux. Donc on le sait, c'est écrit, c'est là. Vous avez la même chose en Érythrée et dans toute la corne est de l'Afrique. Donc là, on a des grands mouvements qui s'annoncent. C'est là où ça va se jouer. Ailleurs, on est plutôt dans une décroissance de la population qui devrait normalement attirer des migrations. C'est le cas du Japon, de la Russie, de l'Allemagne. Mais malgré la décroissance, l'état d'esprit général n'est pas à cette ouverture qui pourrait être utile. Et donc je crois qu'on va avoir une période de fermeture, comme on en a connu à plusieurs reprises dans l'histoire. Oui. Qui n'est pas une bonne nouvelle, encore une fois. Si on regarde l'axe purement européen, si on regarde d'ailleurs l'ensemble de l'Europe, ça reste le premier marché économique mondial. L'Europe est la première puissance économique mondiale. Elle sera moins si la Grande-Bretagne nous quitte en termes de... C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce qu'elle prend sa place, justement, par rapport à cette gestion des flux, par rapport à cette mondialisation des flux? Ça dépend des entreprises qui sont là. C'est un secteur absolument fondamental. C'est lui qui détermine la production beaucoup plus que la production elle-même, parce que c'est là que se joue la production, c'est là que se joue le rapport au consommateur, c'est là que se joue la connaissance des données des acteurs et des demandes nouvelles. Donc c'est là que tout se joue. Dans ce secteur, malheureusement, comme dans beaucoup d'autres, à ma connaissance, on n'a pas encore créé les grands géants mondiaux dont nous avons besoin. Et c'est pourtant ça correspond à une nécessité. Mais nous sommes le premier marché, nous sommes la première puissance commerciale, la première puissance industrielle du monde dans beaucoup de secteurs. Nous avons les meilleures technologies possibles. Maintenant, nous n'avons pas créé les acteurs dans ce domaine comme dans d'autres, sans doute parce que ce sont des secteurs dans lesquels la concurrence est encore très émiettée. Il y a quelque chose qui peut être assez saisissant quand on regarde l'actualité de ces dernières semaines en France, de ces derniers mois dans le monde. C'est que finalement, on a des économies très développées et en même temps très fragiles par rapport à ce qui serait de la logistique classique, du flux classique. On voit que les matières premières restent évidemment l'alpha et l'oméga de l'économie. Et on pense aux émeutes de la faim qu'on a connues en Afrique il y a quelques années maintenant, liées à ça. Et on pense en France, évidemment, à quelques poignées de personnes qui peuvent encore bloquer une économie en bloquant une déchetterie ou un port. Ça veut dire qu'on est encore très fragile par rapport à cette économie qui développe. Mais en même temps, je parle sous le contrôle de ceux qui ont dû vivre cette crise plus fait précisément que moi. J'étais très frappé de la crise pétrolière, enfin des blocages pétroliers des semaines dernières, qui en fait ont été assez vite contournés. Parce que la possibilité qu'il y a eu de mettre en place en Europe des routes alternatives, des moyens venant d'ailleurs, de ne pas dépendre d'une seule source de livraison, le fait que nous sommes dans une économie de plus en plus décentralisée, et en particulier en matière d'énergie, de plus en plus décentralisée, a au contraire permis de ne pas souffrir autant qu'on pouvait le craindre. Donc c'est une leçon. La redondance
et la décentralisation sont un facteur de stabilité logistique. On est dépendant de l'énergie, des matières premières, des céréales, etc. encore aujourd'hui? Évidemment. Ouais. À 30 ans d'ici, on sait bien que, on sait très bien qu'il y a trop d'énergie sur la planète, contrairement à ce qu'on a raconté depuis longtemps, et que le problème, c'est la meilleure énergie, c'est ça qu'on n'utilise pas. Donc c'est dans l'économie d'énergie que se situe l'avenir. Mais les besoins de nourriture restent fondamentaux, et c'est là que tout se joue. Mais je crois que nous sommes aussi dans des sociétés où nous sommes habitués de plus en plus à l'instantanéité, à voir tout ce qu'on veut tout de suite. Et donc, tout sentiment que quelque chose se grippe dans le système, un ralentissement, quelque chose qui n'arrive pas à temps, un blocage, est très mal reçu et entraîne des conséquences politiques et financières graves, puisqu'à ce moment-là, il y a une vague de pessimisme, une panique générale qui s'installe. Donc, notre intégration logistique est de plus en plus forte. Mais encore une fois, mon sentiment, c'est qu'on va aller de plus en plus vers l'autonomisation, par la virtualisation, qui entraînera moins de logistique réelle, et vers l'économie de la proximité et du collaboratif, qui là aussi changera profondément la nature de la logistique. Ça, on va y revenir ensemble parce que c'est très intéressant, et puis vous l'avez évoqué déjà depuis le début, mais juste pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer par rapport à cette économie. Elle se développe avec des cycles plus courts qu'avant. Est-ce qu'elle s'use plus vite qu'avant, cette économie? Par nature. Oui. C'est la tendance profonde, les durées de vie des objets. Et elle se renouvelle plus vite aussi? La durée de vie des objets est de plus en plus brève, la durée de vie de tout est de plus en plus brève. C'est une tendance mortifère, mais c'est une tendance très générale, oui, qui correspond à une obligation de notre système financier. Oui, oui. Mais ce qui donne d'ailleurs à la logistique encore plus de champ, puisque la demande. Mais en même temps, avec des grandes choses qui vont changer, qui vont dans l'autre sens. C'est le fait que on n'aura plus besoin d'avoir une voiture. Je le dis souvent, mais dans 20 ans, on trouvera absurde de mettre 10 ou 15% de son revenu dans quelque chose qu'on utilise 2 heures par jour. Et encore, pendant 2 heures par jour, on perd son temps, quand on est au volant, c'est un temps inutile. Donc je suis convaincu que l'automobile va disparaître pour être non plus un objet, mais un service. Et il faudrait d'ailleurs sans doute parler aussi, en termes de logistique, de l'intégration entre la logistique et le recyclage, il y a certainement beaucoup à penser entre logistique, recyclage et éco-conception. Là où il y a vraiment quelque chose de très très important à structurer, et ceux qui vont être capables de structurer ça vont à la fois gagner de l'argent et créer une économie meilleure. Donc on va certainement vers une économie plus économe de temps et de matières premières, où la valeur principale, c'est là où la logistique va trouver du sens, c'est le temps. C'est la seule chose qui a de la valeur. L'énergie, c'est gratuit, l'information, c'est gratuit. Si je vous donne une idée, je l'ai encore, donc l'information, c'est gratuite. La seule chose qui a de la valeur, c'est du temps. Et la logistique, c'est du temps. C'est juste ça, c'est faire que les choses arrivent vite, mais surtout qu'elles arrivent à temps, à l'heure dans une chaîne de production, à l'heure pour être consommée, etc. Et donc, normalement, en toute logique, ça doit devenir une activité extraordinairement valorisée, précieuse, puisqu'elle est là pour permettre aux hommes d'être là à temps. Et donc, si c'est là à temps, d'avoir le meilleur usage du temps possible, puisqu'on ne gaspille plus son temps à des choses inutiles. Et en même temps, donc, la valeur principale de la logistique, la demande principale, ce sera l'exigence de précision dans le temps. Et en même temps, on voit bien que ceux qui sont en train de dominer ce marché, de le préempter, à savoir la gestion du temps dans le service et la livraison, ce sont des acteurs du numérique, c'est Amazon, c'est-à-dire que ce ne sont pas des acteurs historiques. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément chez eux que ça se passait, c'est bien à ça que je pensais. Ouais. C'est des acteurs extérieurs. Ces acteurs extérieurs qui eux-mêmes, d'ailleurs, vont aussi, je pense, externaliser les activités de logistique pour rester purement des structures fonctionnelles. Mais c'est vrai que la clé va être la capacité à garantir
la livraison à temps. Alors ça, je pense que ça fera réagir de toute façon, savoir que derrière Amazon, il y a quand même des logisticiens, je pense que c'est ce que vous me direz dans quelques minutes. L'éco-conception, on en parlait. Le fait que les distances se raccourcissent. Les mentalités sont prêtes aujourd'hui à aller vers la volonté de peut-être payer plus cher un produit qui vient de plus près parce que il y a ce souci environnemental. Pour une petite partie de la population, oui. Ça existe. C'est une tendance forte, donc ça viendra de plus en plus. Mais ça peut venir aussi par la réglementation ou par la tarification. Si on arrivait à avoir une taxe carbone signifiante, ça irait plus vite. Mais je pense que la tendance lourde aujourd'hui des réglementations, en particulier de l'Union européenne, sur le recyclage et sur l'éco-conception, c'est très forte. Il y a vraiment des obligations qui se mettent en place à échelle de 2-3 ans maintenant, qui vont pousser à une vraie action en matière d'éco-conception, en particulier dans le secteur automobile. Mais ça doit s'accompagner de l'usage et de l'adhésion des populations. C'est cette maturité des populations qu'il faut acquérir aussi. Oui, il y a des pays plus avancés que d'autres, c'est vrai. En Europe, les pays scandinaves sont plus avancés. Nous sommes pas si mal d'ailleurs par rapport à d'autres. Mais j'ai regardé les chiffres récemment. L'Europe n'est pas si mal dans le domaine. On est plutôt dans le bon chemin. Mais la mutation qui s'annonce en matière d'éco-conception des objets ménagers va vraiment conduire l'industrie à faire des changements très importants. Et justement, pour le coup, cette chaîne logistique-là, elle prend tout son sens, évidemment, dans la capacité à gérer la durée et la durabilité des et la récupération, produits. Et la récupération des objets pour la remettre dans le circuit. Ce sont des nouveaux métiers qui se créent là. Le nouveau métier, c'est éco-conception, production, recyclage. Et donc, consommation au plus près. Et donc, production au plus près du consommateur. C'est ça. Oui, en plus, en matière... comme de plus en plus... je le disais tout à l'heure, tout ce qui n'est pas périssable sera autoproduit. C'est pas tout à fait de la science-fiction, mais tout ce qui n'est pas périssable sera autoproduit, même les livres, même beaucoup de choses, les meubles, etc. Ce qui va rester consommé et produit et délivré sont le périssable. Et sur le périssable, eh bien évidemment, on a envie que ça soit produit près de chez vous, pour des tas de raisons. Donc il y a vraiment une économie. Et là, ça entraîne une autre logique de la logistique, qui est la logistique de la proximité. Ça veut dire, et ce sera ma dernière question avant de passer la parole à nos autres invités, bien entendu, que la globalisation, la mondialisation, qui a été quand même la règle de base de l'évolution de l'économie au cours des 150 dernières années, est en train de se réduire un peu ? La globalisation fonctionne par un coup. Elle s'est extraordinairement accélérée à la fin du XVIIIe siècle. Et il y a eu un arrêt de 30 ans par les guerres napoléoniennes. Justement pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Je donne souvent un exemple qui me fascine, c'est que à la fin du XVIIIe siècle, le coup d'arrêt de la globalisation, le premier signe, ça a été l'interdiction d'écrire des opéras en italien. Un peu partout en Europe, l'obligation d'écrire les opéras dans la langue nationale. Et ça a été un signe du fait que progressivement, consommé national, bloqué, et puis ça a entraîné le nationalisme et les guerres. 1910, on est dans une période d'accélération de la globalisation extraordinaire. Au point même que le niveau d'intégration de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne à l'époque est si important que personne ne pensait qu'ils pouvaient faire la guerre. On le disait, ils ont 30% d'échanges en commun, ils ne feront jamais la guerre. Moralité, ils se sont fait la guerre. Ce n'est que l'année dernière que le niveau d'intégration économique de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne a été retrouvé, celui de 1910. Et on a eu une période où la globalisation s'est effondrée entre 1914 et 1950. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une globalisation continue. On peut dire qu'il y a eu deux tentatives qui ont échoué, et je crains beaucoup que la troisième dans laquelle nous sommes soit aussi en train d'échouer, parce qu'on n'est pas capable de mettre en place une globalisation de la règle de deux droits. L'OMC a disparu, il n'existe presque plus, il est remplacé par des accords continentaux plus ou moins efficaces, et on voit qu'ils sont en train même cela de dépérir. Et donc, assez lentement,
la globalisation, je dis assez lentement, d'une façon, en espérant que ça soit assez lentement, parce que des façons trop brutales, on les voit venir. Merci, c'est évidemment passionnant. J'imagine que vous avez, vous tous les trois, des remarques à faire. Je vous passe les micros comme ça. Je pourrais vous passer la parole directement. Peut-être Jean-Christophe Maché pour commencer. C'est-à-dire, vous vous reconnaissez dans cette évolution, cette vitesse de l'évolution pour le métier que vous pratiquez, vous. Je sais que vous essayez chez FM Logistique justement d'intégrer les data, les nouvelles technologies, les nouveaux cerveaux au sein de votre propre entreprise. Hein. Oui, je reconnais le besoin de vitesse, d'agilité, d'ouverture, et je vois ça, et nous voyons chez FM comme des opportunités pour réinventer notre métier. Et pour réinventer notre métier, eh bien, on s'appuie sur la mobilisation de nos équipes pour réfléchir un peu en dehors de la boîte. Donc on a mis en place des démarches Blue Ocean Strategy, on a dit on réfléchit en dehors de nos offres habituelles. On a mobilisé par exemple 16 collaborateurs qui viennent de 7 pays, qui sont revenus avec 200 idées d'offres nouvelles, et on a mis en place une démarche de sélection pour arriver à 50, à 10 qui nous ont été présentés. Et là, dans les tout prochains jours, on va lancer et confier à des collaborateurs à qui on a proposé de sortir de l'entreprise. Ils vont lancer 2 startups parce qu'on croit beaucoup. Vous savez qu'on est adepte un peu de la massification et on croit beaucoup à la notion d'économie partagée. Pour être efficace, pour être agile, il va falloir mobiliser l'économie partagée. Donc on a un de nos collaborateurs qui va lancer une initiative sur Stockbooking qui est de l'intermédiation sur les besoins et les capacités de stockage. Et puis on lance dans quelques semaines Click and Truck qui est de l'intermédiation transport, comme d'autres l'ont déjà fait, parce qu'on pense là encore qu'il faut aller chasser les zones de non-valeur. Donc c'est des opportunités que l'on fait avec nos collaborateurs, c'est des opportunités que l'on fait avec des étudiants, quand on va faire un programme comme Faster Mind Challenge, et où on a 230 étudiants qui nous proposent 120 projets, et on en retient 5 cette semaine. Et ça fait bouger l'entreprise. Ça fait bouger nos équipes. Et ça nous amène à nous remettre en cause. Donc là, il ne faut pas être trop rigide et tendu sur notre modèle. Vous savez, chez FM, on a un business model qui remonte depuis un certain temps. Et là, il faut qu'on apprenne à se détendre et à accepter des inconnus. Et fonctionner par itération. Fonctionner par itération. Donc moi, je vois le digital comme une opportunité extraordinaire. Automatisation, robotique, bien sûr. Et pour moi, ce qui me passionne le plus, c'est l'évolution sociologique. On parle techno, on parle innovation, mais je trouve que l'homme, de manière générale, a une flexibilité, a une capacité à se réinventer qui est remarquable. Il y a quelques années, on en avait parlé l'an dernier, on ne pouvait pas imaginer qu'on mettrait à disposition une chambre de notre domicile pour le mettre à disposition de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais comme on fait partie d'un réseau, alors Airbnb ou demain, ceux qui vont ubériser Airbnb, comme on fait confiance à une communauté qui va mettre des ratings sur la qualité d'un bâtiment, d'une offre ou d'un usager, parce qu'on est passé au monde de l'usage, eh bien là, il y a une opportunité de croyance à une communauté qui va valider telle ou telle offre et telle ou telle solution. Donc c'est clair que pour des entreprises comme les nôtres, ça peut être disrupteur, ça peut être surtout de belles opportunités grâce aux équipes qui se mobilisent dessus. Alors c'est vrai, Jacques Attali, on l'a dit, hein, ces nouveaux métiers qui émergent, des métiers historiques. On a dit un mot tout à l'heure de la blockchain, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qu'on croyait presque intouchables, la logistique, la banque, les agences de voyage, tout ça est en train de se faire ubériser dans l'ubérisation. C'est une autre économie qui est déjà en germe. Hein. Oui, et je crois beaucoup à la méthode que vous employez, parce que je l'ai vu fonctionner dans quelques grandes entreprises mondiales avec beaucoup de succès, c'est-à-dire de faire un appel à projet dans les collaborateurs, et même au-delà dans les centres de recherche proches, et ensuite de créer des entreprises soit dedans, soit dehors,
dans lequel que vous aidez, parce que finalement l'avenir est peut-être dans une start-up que vous aurez créée qui va être plus grande que votre entreprise dans 10 ans. Donc ça, je crois beaucoup à cette méthode d'aller chercher un peu partout. L'économie collaborative, elle est là chez le consommateur, elle est maintenant là aussi plus largement, elle doit fonctionner dans les grands bateaux, elle doit fonctionner dans les flottes de camions, elle doit fonctionner de façon très générale. Je pense que vous pourriez déjà penser au coup d'après, qui à mon avis l'imprimerie 3D et les hologrammes, qui sont à mon avis les deux coups d'après. Sur ces questions-là, Stéphane Cronier, puisque vous, chez Accenture, vous êtes censé préparer les esprits de ceux avec qui vous travaillez. Les chefs d'entreprise qui font appel à vous sont prêts à accepter cette mutation. On parle toujours de Schumpeter, c'est-à-dire de l'économie qui détruit et reconstruit. Les mentalités sont prêtes à aller se penser en dehors de la boîte, out of the box, comme on dit? Pas partout. Ouais. Donc, ce qui est prêt, c'est le fait que le digital, la transformation, c'est reconnu, tout le monde en parle, tout le monde veut en faire. Oui. Tout le monde veut en faire. Après, il y a ceux qui réussissent et finalement, il y en a peu. Donc, nous, on a fait une étude, en fait, tout récemment, sur l'impact du digital dans la supply chain pour les entreprises. On a interrogé 400 directeurs supply chain dans des entreprises mondiales. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a juste un petit groupe de sociétés, 10%, qui obtiennent des résultats significatifs sur leurs investissements dans le digital. Et donc, on a regardé qu'est-ce qu'ils faisaient de différent par rapport aux autres. En fait, ils font 3 choses de différents. Ça va intéresser tout le monde, là. La première, c'est qu'ils utilisent le digital et les technologies au-delà de l'amélioration des opérations de leur propre fonction supply chain. Ils regardent, et ça, je pense que c'est très encourageant justement pour les directeurs supply chain, c'est comment ma fonction peut contribuer à des nouvelles formes de business, des nouvelles activités. Donc, je vais vous donner un exemple. J'étais allé voir le directeur supply chain monde d'un des plus grands brasseurs mondiaux pour lui parler de digital supply chain. Il nous a dit, bon, ouais, mais ce qui m'intéresse, c'est pas quand je veux améliorer mes opérations, c'est nous, on veut lancer des nouvelles activités, on veut livrer directement les consommateurs finaux, donc vous voulez avoir une bouteille de bière à la main. Si j'essaye de faire ça avec ma logistique actuelle, c'est trop cher, et en fait, je détruis de la valeur. Donc, quel nouveau modèle, qu'est-ce que je dois regarder comme technologie, comme moyen de livraison nouveau, pour au mieux maintenir de la valeur par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ou en créer. Ça, c'est le premier aspect, première chose différente. Deuxième chose, c'est ces entreprises elles investissent différemment. Donc il y a des choses, c'est des portes ouvertes, mais ils dépensent plus, mais ils dépensent sur des choses différentes. Donc dépensent plus, il y a un rapport de 1 à 8 entre ceux qui sont derrière et ceux qui sont devant. Et ils dépensent sur des technologies beaucoup plus avancées. Donc l'intelligence artificielle est quelque chose qui vient en plus. La robotique, ce qu'on appelle le machine learning, la capacité des robots à apprendre, à modifier, ça c'est les choses qui sont faites en plus par rapport aux investissements classiques sur des données analytiques, des systèmes dans le cloud, de la mobilité, etc. Les entreprises les plus avancées sont déjà sur ces technologies-là. Sont déjà sur ces technologies. Sur ces investissements-là. Toyota, par exemple, a annoncé récemment un investissement d'1 milliard sur un centre de recherche et développement aux États-Unis sur 5 ans, sur juste l'intelligence artificielle et la robotique. Ça, c'est chez Amazon, ce que j'ai compris, il y a 1 millier de personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième différence. Et la troisième différence, ça revient sur ce qui était dit avant, c'est ces entreprises ont créé un écosystème pour favoriser l'innovation. Donc, ils s'appuient sur des jeunes pousses à l'extérieur. Ils créent eux-mêmes leur incubateur, dans certains cas. Prenez Michelin, par exemple. Michelin a son propre incubateur. Donc, pareil, fait appel à des idées, crée des équipes qui portent des projets et qui arrivent à générer des nouvelles activités. Donc, par exemple, dans le domaine du poids lourd, Michelin, maintenant, vend plus des pneus, ils vendent des kilomètres. Service, voilà. Et du service. Et vous avez des puces embarquées sur les pneus qui mesurent le taux d'usure et qui permettent de dire c'est le bon moment pour en changer et pas en changer trop tôt. Et donc ça génère de la valeur économique. Donc à la fin, ce que je trouve est très très optimiste pour les directions supply chain, c'est que ça aussi réinvente potentiellement le métier. Au-delà d'être sur j'améliore ma productivité, mon taux de service, j'optimise mes stocks, etc.,
le digital, les nouvelles technologies, ça peut aussi changer mon rôle pour aller apporter, être force de proposition aux équipes marketing, au business, pour développer et supporter des nouveaux business models. Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, Stéphane Cronier, c'est qu'on est sur des métiers, Jacques Attali, qui étaient un peu des fonctions support, comme on disait jusque-là, directeur logistique, supply chain ou directeur des services généraux, et qui deviennent le cœur de la stratégie de demain. Tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, enfin du numérique, va être au cœur. Une entreprise dont le CTO n'est pas dans le comité exécutif, faut se méfier. Oui. Mais il est clair que ces technologies vont changer la place de ceux qui les maîtrisent. Ça sera peut-être les patrons de la logistique qui les domineront, mais peut-être que ceux-ci, les patrons de logistique n'en sont pas capables ou n'en ont pas la dynamique. Ce sera le directeur numérique de l'entreprise qui va prendre le pouvoir dans ses fonctions. Et il est évident que tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle dans la robotisation, et en particulier dans ce qu'on appelle la réalité augmentée, va être absolument déterminante. J'étais très sensible à l'exemple que vous avez donné de Toyota, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une évolution des entreprises japonaises dans ce secteur, essentiellement d'ailleurs au départ à cause de leur position dans les ports et du fait qu'ils produisent un nombre de choses absolument déterminantes sur de l'économie mondiale. Il y a une étude très intéressante d'ailleurs qui est parue la semaine dernière, qui est passée inaperçue, faite par le gouvernement japonais sur les conséquences du tremblement de terre, du grand tremblement de terre qui doit avoir lieu à plus de 50% dans les 10 prochaines années. Puisqu'il y a un grand tremblement de terre tous les 100 ans, il n'a pas eu lieu, et on pense, le gouvernement japonais, et ça a montré des choses extraordinaires de la dépendance de l'économie mondiale au centre, au l'endroit où ce tremblement de terre aurait lieu, qui est la région de Tokyo, où on s'aperçoit qu'un nombre de choses absolument gigantesques, fondamentales pour l'économie mondiale, se sont fabriquées que là. En particulier pour tout ce qui concerne les composants électroniques. On l'avait vécu avec Fukushima d'ailleurs. Voilà, mais il y avait plus de composants. Tout à fait limité. Et là, ça montre, et d'ailleurs ça entraîne depuis quelque temps des réflexions sur les déplacements de centres de production. Laurent Sabatucci, ce qu'on disait tout à l'heure sur finalement peut-être la réduction de la distance, des flux. Vous le sentez, vous l'anticipez aussi dans cet univers de la gestion logistique? Alors, en ce qui nous concerne, on a un poste d'observation un peu privilégié, puisqu'on a implanté à peu près 3 millions de mètres carrés de bâtiments logistiques au cours des 15 dernières années. Et ce qu'on vit, c'est quand même un peu l'inverse jusqu'à présent, c'est une augmentation des flux. Le parc d'immeubles augmente de 5% par an. Les flux augmentent parce que les points de livraison augmentent. Le consommateur, le magasin, une autre plateforme. Donc les flux globaux, on les sent plus tant augmenter. Et il y a encore de très grands exemples de retailers purs, notamment dans le discount, qui se développe très très fortement, notamment en Europe, y compris en France, qui ouvrent en ce moment des plateformes logistiques, qui ouvrent des centaines de magasins tout à fait classiques, avec une augmentation des flux permanents. En revanche, ce qu'on voit, c'est que chacun des projets logistiques aujourd'hui intègre une dimension robotique, alors qui n'est pas encore de la robotique, mais automatisation, mécanisation. Les 2 tiers des projets intègrent ces volets-là. Ça, c'est absolu. Et 100% des projets intègrent une problématique sociale, au sens large, soit d'anticipation de réduction, soit de relocalisation. Donc nous, c'est vraiment les 2 axes qu'on voit. Ensuite, il y a des éléments extrêmement vertueux qui sont le développement durable, mais je dirais pris dans un sens très concret, qui devient aujourd'hui une vraie préoccupation. Et là, je pense que ce que dit Jean-Christophe tout à l'heure, c'est une préoccupation absolument psychologique et volontariste des gens de vouloir développer des projets dont ils sont fiers. Et ça, c'est nouveau dans nos projets depuis 2-3 ans. Mais cette multiplication des centres de logistique, des mètres carrés dont vous parlez, est-ce qu'elle se fait sur des espaces et des entrepôts finalement plus petits, mais plus proches du consommateur final, ou sur des hubs gigantesques? Il y a vraiment les deux. Amazon, encore il y a quelques jours, on a donné l'exemple. C'est vraiment une massification avec des bâtiments de plus de 100 000 mètres carrés un peu partout en Europe. Et puis des hubs d'approche, je pense que Jean-Christophe en parlera mieux que moi. C'est vraiment ces 2 phénomènes qui multiplient ces flux
et ses points de livraison. Donc un développement qui me semble encore très, très actif sur ce flux physique. C'est ce que vous ressentez, Jean-Christophe Machet? Oui, parce que au-delà des migrations dont vous avez parlé, les 200 millions d'Africains qui vont devoir aller vivre à un endroit où ils vont pouvoir se nourrir, en Europe, dans chacun des pays, on a une autre migration qui est en train de se faire, c'est l'urbanisation qui est en train de se développer à tout crin. Et on a quand même des sujets de goulot d'étranglement. On n'a pas trouvé encore la logistique d'après-demain pour livrer efficacement, écologiquement, économiquement et en termes de bien-être dans nos villes. Nous, on travaille sur des projets à Rome, à Madrid, bientôt à Paris, sur des logiques de logistique urbaine, où effectivement il y a des grands entrepôts avec des XXL qui sont assez loin des zones de consommation, où on consolide. Mais par contre, il faut absolument trouver les véhicules, les moyens pour rentrer dans les villes et avoir des hubs de proximité, puis de la livraison propre. Électrique, si possible, silencieuse. Alors aujourd'hui, nous on est sur de l'hybride parce que l'électrique, on a encore des limites de piles, mais je pense qu'on va vite y arriver pour trouver des solutions. C'est une question de temps. Mais il y a un autre gâchis pour moi qu'il faut qu'on arrive à combler tous ensemble, c'est que les infrastructures sont hyper congestionnées pendant quelques heures, et puis la nuit elles sont pas utilisées. Les flux rentrant dans les villes vont continuer à s'accroître, probablement avec l'omnicanal, il va y avoir fractionnement l'unité de commande. Donc on va complexifier les flux. On va vouloir avoir les flux les plus proches de nous. Bon, j'espère qu'on va être suffisamment intelligent pour pas vouloir se faire livrer tout chez nous, et on va accepter des zones de consolidation à quelques centaines de mètres de chez nous où on passe systématiquement dedans pour essayer d'avoir une logistique urbaine propre et durable. Mais là, il faut qu'on invente le modèle. Donc, et on voit bien qu'on essaye de reconvertir ici une station-service, autre part un ancien entrepôt de 2000 m², mais c'est pas avec ça qu'on va faire la logistique urbaine de Paris. Hein. Donc on a un vrai sujet d'infra. Ouais. Sur l'échelle, il faut qu'on travaille sur des échelles 5, 10 ans, 15 ans, qui ne sont pas toujours les échelles des décideurs et des politiques. Donc là, on a un problème, je trouve, de gouvernance. Je sors de mon sujet, mais on considère qu'on a un problème de gouvernance mondiale, européen, de nos villes, où on a un décalage entre les décisions que l'on prend, elles vont porter sur combien de temps, et ceux qui sont élus pour faire porter ces sujets-là, ils ont des visions court-termistes. Donc là, on a un problème de gouvernance, et on a un problème de l'urbain. Donc oui, on a des grands entrepôts, et puis des petits, pour réussir à mettre en place une logistique urbaine. Alors, je reviens vers Jacques Attali. Juste pour compléter sur le même thème, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est le rôle du magasin, qui vient compléter cette chaîne et qui devient un site logistique. On a aujourd'hui beaucoup d'exemples de nos clients pour qui le magasin aujourd'hui est un entrepôt de proximité, oui. un entrepôt de proximité qui joue ce rôle. Donc on est vraiment aujourd'hui à la frontière entre la logistique et le commerce, et tout ça se fusionne un petit peu. 3 questions en une, Jacques Attali, parce que là, dans ce qui vient d'être dit, il y a 3 thèmes, à mon avis, centraux sur les années qui viennent. 1, la Smart City. À quelle échéance et à quelle échelle on les développe, puisque c'est de ça dont on parle. C'est comment régler les flux intelligemment dans les villes. 2, le gaspillage, parce qu'il y a ça aussi, évidemment. Comment réduire le gaspillage, et notamment alimentaire et les denrées périssables dont on parlait tout à l'heure. Et puis, vous ne l'avez pas dit, mais les drones. Est-ce que c'est pas ça la solution ? Alors, vous réagirez juste après, mais justement, c'est-à-dire une forme d'automatisation de la livraison. Il y a beaucoup de sujets qui sont là, et ce que vous avez traité sont évidemment très importants. Je suis très sensible à la remarque que vous avez fait sur le court terme du politique et les enjeux de très long terme. C'est vrai que, en particulier à l'échelle d'une ville, on doit penser à 30 ans, et les dirigeants ne sont pas nommés à 30 ans. Et pour autant, les dirigeants d'une ville, en général, sont ceux qui ont le plus de vision longue. Parce que souvent, les maires sont réélus, c'est plus stable que la politique nationale. Donc et ils font des plans. D'ailleurs, la ville de Paris vient de faire quelque chose qui me paraît très remarquable. Il a remplacé son conseil économique et social par une chambre de génération future, qui doit donner l'avis aux maires
et au conseil municipal sur l'impact sur les générations futures des décisions qu'ils vont prendre. Donc je crois que c'est un changement de perspective. Mais c'est vrai que la grande question de nos sociétés occidentales, c'est ce qu'on appelle le monde urbain, c'est-à-dire les gens qui vont vivre dans un ensemble qui est à la fois urbain et rural, qui travaillent en ville mais qui vivent parfois à 40 km, où il n'y a rien, parce que vous avez parlé de la ville, mais vous n'avez pas, où il faut parler aussi de ceux qui vivent dans un désert culturel, logistique et pavillonnaire, qui sont dans des... Et tout ça, il faut le penser, sinon on va voir ce qu'on voit d'ailleurs, c'est-à-dire un grand désespoir social s'installer dans ces régions. C'est très important. Je pense que l'avenir des civilisations occidentales se joue là-dessus. Alors, il y a beaucoup de tentatives diverses qui sont liées à ça. Je veux juste évoquer, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué, parce que c'est peut-être une piste parmi d'autres qui sera intéressante, c'est l'agriculture urbaine. Pour l'instant, c'est complètement marginal, mais on voit au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Suède, se développer énormément d'idées là-dessus, des bâtiments intelligents qui ne sont pas seulement intelligents énergétiquement, mais qui produisent la nourriture dont les habitants auront besoin. Il faut penser peut-être aussi à cette dimension. Une deuxième chose que je voudrais évoquer par rapport à ce Védique, c'est l'importance de la transparence. Et là, de ce point de vue, la logistique a un rôle très important. Les gens vont de plus en plus, je l'ai dit tout à l'heure, avoir envie de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette ou ce qu'ils portent sur eux, d'où ça vient. Est-ce que c'est un enfant qui a travaillé sur les chaussures que vous portez? Donc, la logistique va être chargée, je crois, de plus en plus de cette responsabilité-là. C'est-à-dire de suivre à la trace. Dans la fondation que je préside, Positive Planète, nous travaillons beaucoup avec des producteurs de pays du Sud dans des tas de métiers pour les aider à réduire la chaîne de valeur avec les grands producteurs qui utilisent leurs matières premières, de façon à ce que les grands producteurs soient eux-mêmes sécurisés sur la qualité des produits qu'ils utilisent et sur le fait que ce n'est pas fabriqué par des enfants ou des conditions épouvantables. Et je crois qu'il y a une nouvelle dimension dans la chaîne de valeur, dans la supply chain, qui va être celle-là, celle qui est une dimension éthique très importante, que vous devriez, à mon avis, ouvertement ajouter à votre métier, qui est une garantie de traçabilité de l'histoire du produit qui... Une labellisation par la logistique de cette traçabilité. Je crois que ça fait un service de plus. Merci. Stéphane Grenier, vous voyez évoluer justement l'environnement de ces entreprises et ce qu'on évoquait, la ville intelligente et la gestion de la logistique de proximité pour pouvoir la préparer pour vos clients? Oui, ce qu'on voit aussi, on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'il va venir dans un futur très proche, c'est tout ce qui est des véhicules automatisés, puisque on a des constructeurs qui font aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais déjà rouler des véhicules automatisés dans les villes. Donc ça va arriver, je pense, beaucoup plus vite qu'on peut le croire. Ou des kits d'automatisation des véhicules existants, qui à mon avis viendra avant. Et donc ça aussi, ça va transformer. Jean-Christophe en parlait, la nuit, on peut avoir des véhicules qui viennent livrer des points de proximité. On peut avoir aussi un trafic régulé complètement différemment. J'ai vu des prototypes où en fait, sont les camions, sont les voitures qui vont réguler les feux rouges, les feux de croisement. Et donc on aura quelque chose de complètement fluidifié. Donc ça, c'est une vision purement idéaliste, mais ça va changer, ça va modifier beaucoup de choses. Ça, c'est 17 km/h, je crois, la moyenne, la vitesse à laquelle on roule dans les grandes villes aujourd'hui. Donc, effectivement, et on l'évoquait en deux mots à l'instant, Laurent Sabatucci, mais les voitures autonomes, les véhicules autonomes au sens large, parce que ça peut aussi être à terme des camions, évidemment. Il y a des essais, d'ailleurs, qui ont été faits il n'y a pas très longtemps, du côté des Suédois, si j'ai bonne mémoire. Les drones... Vous parliez d'Amazon, c'est quand même l'une des communications qu'ils font, à savoir de pouvoir livrer via des drones. Tout ça sont des choses qui infusent dans les centres de logistique. Oui, mais je crois que de toute façon, ce que disait Jean-Christophe, l'enjeu c'est vraiment le transport. C'est comment faire en sorte que ce transport soit plus vertueux, soit moins polluant, qu'il y ait moins de congestion de ces grandes cités dans lesquelles nous vivons. Donc les drones, certainement. Après, moi, je suis quand même impressionné par la quantité de flux nécessaire dans un espace quand même comme Paris, qui est un espace d'une densité folle. Et je suis assez sceptique
sur la fluidité de l'ensemble de ces flux. Parce que les exemples qu'on cite, ce sont aussi de nouveaux flux. C'est pas une disparition des anciens flux. Amazon est un nouvel acteur qui n'a pas fait disparaître les grands distributeurs. La grande distribution reste de loin, avec 1900 hypermarchés en France, le premier distributeur français. Et la grande distribution commence à générer de nouveaux flux. Et donc tous ces flux, les uns à côté des autres, pour desservir des gens dont le nombre augmente, me semble un enjeu un petit peu complexe à relever. Je suis pas très optimiste en tout cas sur ces aspects-là. Bon, je vous ai vu vous agiter, Jean-Christophe, quand j'ai parlé des drones. Alors, qu'est-ce qui vous plaît pas dans le drone? Non, je m'agite pas. C'est que je trouve que les drones, c'est extraordinaire pour aller aujourd'hui approvisionner des équipements de santé très loin dans le rural d'une grande ville. Je pense que, et je rejoins Laurent, quand on parle du City, et quand on parle de Paris, on parle d'un village par rapport à, j'exagère, d'un village, mais quand on parle de Paris et qu'on le compare avec des mégapoles de 20 millions d'habitants, comme Shanghai, comme Mexico, comme Sao Paulo, on est encore sur une autre réalité. Et on est sur une telle masse de flux, soit alors on va réussir à produire à l'intérieur, in city, et alors on va réussir à traiter les sujets. Si on doit continuer à importer les flux à l'intérieur de la ville, il va falloir, je crois, qu'on reste sur quand même des flux massifiés, parce qu'avec les drones, si on fait le calcul du tonnage par jour multiplié par la capacité de drone, même si les capacités techniques, je suis sûr que ça va bouger. Mais on a un problème de flux physique. Et vous l'avez dit, les flux d'information, on est brillant sur les flux d'information. Ça s'accélère, on massifie, on arrive à les faire évoluer de façon considérable. On a un problème qui est le flux physique. Et là, je crois qu'au niveau de l'infra, on a un problème d'anticipation. On a un problème d'anticipation. Moi, quand je vois une ville jeune comme Sao Paulo, c'est le chaos en termes d'infra. Et donc on a besoin d'anticiper et de penser à la ville de demain et d'après-demain. Et là, il va falloir qu'on mobilise le privé avec le public et qu'on prenne des décisions courageuses. Juste un mot de conclusion, Jacques Attali, parce que ce qui est dit là renvoie à la force de l'opinion publique en réalité. C'est peut-être de là que peut naître aussi l'évolution et l'accélération de ces changements si la vision politique est un peu plus court-termiste. On le voit notamment en Chine où aujourd'hui c'est l'opinion publique qui fait de l'enjeu environnemental, de la pollution, de la saturation des villes, une crise sociale potentielle. Ça peut venir de la population, ces changements? Ça viendra bien sûr des populations. Est-ce que ça viendra de la façon la plus démocratique possible, régulée, apaisée, ou est-ce que ça viendra par des crises plus violentes? Je ne sais pas. Mon humeur du jour est de penser que nous sommes plutôt dans une tendance où les populismes vont l'emporter avec un discours simpliste sur le fait qu'on est mieux quand on est chez soi tout seul, enfermé, qu'avec les autres. Et ça veut dire que le moins on a de flux, le mieux on se porte. Je pense que c'est malheureusement la tendance dominante, mais à nous de prouver le contraire. Merci beaucoup Jacques Attali, Stéphane Cronier, Laurent Sabatucci et Jean-Christophe Machet d'avoir participé à cette table ronde.